Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous accueillir à nos conférences midi. Vous avez vu qu'il y avait une différence avec l'an passé. Alors, nos premières conférences midi de notre centre de recherche. Alors, on a la chance aujourd'hui, l'opportunité d'accueillir Andréane Parent. Alors, je suis contente parce qu'elle était prévue pour l'an passé, puis on s'est retrouvés avec plus de conférences que moi. Alors, contente qu'elle soit là, présente là, en septembre cette année. Alors, Andréane, je pourrais dire qu'elle a un parcours très riche, expérience en service social, une intervention individuelle et évidemment beaucoup en intervention communautaire. Elle a fait des études en service social, des études en anthropologie. Et travaille aussi actuellement à la santé publique, mais elle est toujours employée du C3S de la Vieille-Capitale. Elle travaille, ses travaux de recherche portent actuellement sur la sécurité alimentaire et le développement des communautés. Alors, je vais lui laisser la parole et on pourra prendre des questions. On va sûrement se laisser quelques minutes là, à la fin pour pouvoir échanger avec Andréane si vous voulez poser des questions ou encore faire des commentaires. Alors, merci d'être là, puis je te laisse la parole. Merci, Anne-France. Bonjour. Merci de vous être déplacés. Et pour ceux qui, éventuellement, dans le fond, ce que je vais vous présenter ce midi, c'est les résultats de ma thèse de doctorat qui a été faite en santé communautaire et que j'ai terminée ce printemps. Donc, c'est des résultats que j'ai commencé à diffuser. Il y a quelques endroits déjà où j'ai fait des présentations. C'est une thèse sous la supervision de Michel O'Neill de la Faculté des sciences infirmières avec une co-direction de Paul Simard de l'Institut national de santé publique. Donc, ma thèse portait sur la pratique des organisateurs communautaires en lien avec la stratégie de soutien au développement des communautés. Et ça s'est déroulé principalement sur le territoire du C3S, la Vieille-Capitale. C'était un peu opportuniste, je vous le concède, étant organisatrice communautaire du C3S. Mais aussi, c'était d'un grand intérêt parce que le C3S, quand j'ai commencé en 2008, mettait de l'avant de plus en plus des pratiques de développement des communautés, avait le désir de s'inscrire aussi dans cette perspective-là, d'écrire une politique de soutien au développement des communautés. Donc, c'était vraiment un C3S au Québec qui était à l'avant-garde sur la question du développement des communautés. Donc, pour ce qui est de la présentation, c'est une présentation assez standard. Je vous présente quelques éléments de contexte, ensuite la stratégie, le devis de recherche, les questions, objectifs, méthodes. Ensuite, les résultats, les contributions à l'avancement des connaissances et à l'avancement des pratiques. Et quelques forces et limites de la taxe. Et des conclusions. Donc, ce qui est pour les éléments de contexte, bien, au Québec, comme ailleurs dans le monde, il y a vraiment une croissance des inégalités sociales de santé, vous n'êtes pas sans le savoir, et également de différents problèmes complexes. Et en même temps, il y a peu de données probantes pour faire face à ces difficultés-là et guider les interventions. En 2003-2004, on assiste au Québec à des changements majeurs dans l'organisation des services de santé. Et on procède, plutôt en 2004, la loi a été adoptée en décembre 2003 à la création des C3S, des centres de santé et de services sociaux, qui ont intégré la mission des CLSC et la responsabilité populationnelle est dévolue au C3S. Bon, ça, c'était le portrait quand j'ai commencé en 2008 et même quand j'ai fini ce printemps, là, avec les dernières annonces gouvernementales, on verra si ce que je vous dis tient encore la route. Toujours dans les éléments de contexte, en 2003, on adopte à la direction de santé publique au niveau national un programme national de santé publique qui s'est ensuite traduit dans des plans d'action régionaux et des plans d'action locaux. Donc, chaque région a son plan de santé publique ainsi que chaque C3S. Tant dans les plans d'action que dans le programme national, il y a une stratégie transversale qui est inscrite, qui est la stratégie de soutien au développement des communautés. Cette stratégie-là est inspirée par la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé et aussi le mouvement Ville et Village en santé. Comme je vous disais, c'est une des 5 stratégies transversales du programme. Donc, ça veut dire qu'elle est supposée d'influencer l'ensemble des programmes, des activités et des objectifs de santé publique. C'est quand même ambitieux comme projet.
Mais bon, c'était l'objectif et elle a pour finalité l'amélioration de la santé de la population dans les communautés territoriales. Donc, c'est une stratégie qui va se déployer dans des communautés territoriales, des communautés de sens, des communautés d'appartenance. En 2002, l'Institut national de santé publique a produit un document où on vient baliser un peu 5 principes d'intervention qui devraient guider une démarche de développement des communautés. Premier principe, la participation des citoyens et des communautés. L'empowerment, la concertation et le partenariat. De plus en plus, on va parler d'action intersectorielle. La réduction des inégalités sociales et la lutte à la pauvreté. La promotion et l'harmonisation des politiques publiques favorables à la santé. Donc, ce n'est pas toutes les démarches qui vont être capables d'intégrer les 5 principes, mais une démarche devrait s'en inspirer et tendre vers ça. Je vous disais tantôt qu'il y a peu de données probantes. Évidemment, le soutien au développement des communautés n'est pas nécessairement probant, mais par contre, il est positionné dans le programme national comme une stratégie prometteuse. Mais l'observation de la situation, quand j'ai commencé les études doctorales en 2008, me permettait de conclure que c'était encore peu connu, tant dans le monde des C3S que dans le monde de la santé publique. C'était surtout connu par les organisateurs communautaires, mais très peu par les institutions. Puis à ce moment-là, plusieurs organisateurs communautaires se questionnaient sur le rôle de la santé publique dans le développement des communautés, une pratique qui avait toujours été plutôt la leur, tant dans les C3S que dans le milieu communautaire. Donc, on se questionnait beaucoup sur de quelle façon ça amènerait des changements, qu'est-ce que la santé publique viendrait y faire, puis ça serait quoi leur place à eux autres en tant que professionnels. Donc, on anticipait ces changements-là, mais on ne savait pas vraiment dans les faits, ce serait quoi les changements qui pourraient être apportés. Il faut dire que la stratégie de soutien au développement des communautés, ça s'apparente à de nombreuses autres façons de faire du développement au Québec. On a parlé beaucoup dans les années 90, 2000 de développement social, mais aussi de développement local. Plus récemment, on a parlé de développement territorial intégré. Donc, ça vient un peu s'amalgamer à d'autres façons de faire, mais la stratégie de soutien au développement des communautés, telle qu'elle est inscrite dans le programme national, dans le PAR, dans l'EPAL, c'est la seule qui a pour finalité l'amélioration de la santé de la population. Donc, quand on regarde, et avec les 5 principes qui y sont associés, c'est clairement une stratégie de promotion de la santé. Mais elle vient interpeller des professionnels qui n'ont pas été formés en promotion de la santé pour la mettre en œuvre dans les communautés, notamment et principalement les organisateurs communautaires. Toujours quand j'ai commencé en 2008, la littérature sur le développement des communautés était très limitée. C'était principalement des académiciens du milieu de l'organisation communautaire qui s'y étaient intéressés. On avait quelques études de cas qui avaient été faites, mais encore là, ils n'adoptaient pas nécessairement les principes d'intervention que je vous ai présentés. Et c'était surtout des analyses critiques, donc des positionnements critiques par rapport entre autres au rôle de la santé publique dans le développement des communautés. Et la santé publique elle-même, comme domaine, s'y était très peu intéressée, puis on retrouvait très peu d'écrits sur le soutien au développement des communautés en santé publique. Donc, le fait qu'on connaissait peu le sujet, qui avait été peu documenté, moi j'ai décidé d'utiliser une approche qui se voulait inductive. Donc, ce que je vous présente ici, c'est un peu la façon de faire d'une recherche inductive où, à prime abord, on commence avec une première collecte d'informations, on saisit le milieu, on parle avec des informateurs. Par la suite, on va de façon plus précise sur le terrain, on fait des entrevues, de l'observation participante, etc. Ensuite, on fait l'analyse des données. Dans mon cas, ça a été aussi une analyse inductive, donc l'identification de thèmes, de catégories, et il se dégage des grandes tendances. Normalement, ça va jusqu'à la théorisation. Je ne peux pas dire que ma thèse est allée jusqu'à la théorisation. Je n'ai vraiment pas cette ambition-là. On pourra en reparler quand on arrivera aux conclusions. Donc, les éléments de contexte m'ont amené un certain nombre de questions. Comme je disais tantôt, on avait quelques études de cas, mais je n'utilisais pas nécessairement la même définition du développement des communautés, je n'intégrais pas les principes. On ne savait pas quels étaient les changements, qu'est-ce que ça supposait pour les organisateurs communautaires, etc.
Donc, mes questions de recherche ont vraiment été basées sur ce que je voyais ou ce que je ne voyais pas dans la littérature. Donc, la première question a été quel est le processus de mise en place d'une démarche de développement des communautés telle qu'on l'a définie dans les documents de santé publique? Deuxième question, quels sont les changements qui sont suscités par l'intégration de la stratégie dans la pratique des organisateurs communautaires? Et finalement, quels sont les éléments qui favorisent ou non l'intégration de la stratégie dans la pratique des organisateurs communautaires de C3S et des organisations qui les emploient? Donc, un grand objectif général qui était de documenter comment s'actualise la stratégie de soutien au développement des communautés en C3S par les organisateurs communautaires à partir du cas du C3S de la Vieille Capitale. Et cet objectif-là s'est décliné en 3 objectifs spécifiques. Le premier était d'étudier le processus de mise en place d'une démarche de développement des communautés à partir d'un cas concret dans un quartier. Le deuxième a été de décrire, à partir du point de vue des organisateurs communautaires du C3S de la Vieille Capitale, comment leur pratique se transforme au regard de la stratégie. Et finalement, d'identifier les éléments favorables et défavorables à l'intégration de la stratégie dans la pratique et les organisations. C'est bon? Côté vitesse, je ne parle pas trop vite. OK. Donc, pour la méthodologie, la collecte de données qui s'est passée, il y a eu des méthodes de collecte de données différentes selon les objectifs. Donc, si je vous rappelle le premier objectif qui était d'étudier le processus de mise en place d'une démarche, j'ai fait une étude de cas ethnographique. Comme on disait plus tôt, j'ai été élevée en anthropologie, donc l'ethnographie, ça allait de soi. Alors, j'ai fait 32 mois d'observation participante d'une démarche dans le quartier Stadacona, qui est au centre-ville de Québec, dans le quartier Limoilou. Et je le nomme parce que ça a été demandé par les gens de Stadacona de le nommer pour faire reconnaître vraiment le grand travail positif qu'ils ont fait dans leur communauté. Donc, 32 mois d'observation participante du comité qui mettait en place la démarche. Ensuite, 14 entrevues semi-dirigées avec des citoyens, des intervenants communautaires et des informateurs clés de la communauté, ainsi que l'organisateur communautaire du C3S qui accompagnait la démarche. C'était tous des personnes qui participaient au comité, sauf les informateurs clés qui n'étaient pas au comité, mais qui influençaient largement les décisions qui étaient prises. Et finalement, j'ai tenu, et ça a été le cas pour tout le long de la thèse, tout le long de la recherche, un journal de bord et une recherche documentaire. La deuxième méthode de collecte de données, je vous la présente beaucoup plus en détail parce que je pense que c'est cet aspect-là qui peut être plus intéressant pour les professionnels de C3S ou pour la recherche qui est faite en lien avec des professionnels. Fait que je vais passer un peu plus de temps sur cette méthode-là. Cette méthode-là répondait à l'objectif qui était de décrire le point de vue des organisateurs communautaires. Donc, on a mis en place ce que moi j'ai appelé un groupe de pratique réflexive. Bon. L'organisateur communautaire qui est ici pourra nous dire que c'est un peu un drôle de terme, ce n'est pas celui que les autres ont gardé. Mais l'aspect réflexif était très, très important dans les rencontres. Dans le fond, il y a eu la mise en place de ce groupe-là qui a été faite de façon collaborative avec les organisateurs communautaires et la coordonnatrice de l'organisation communautaire. Moi, j'ai participé à 4 de ces rencontres-là, mais depuis, je sais que le groupe se rencontre encore, c'est encore le courant. Et à chaque rencontre, c'était un peu des études de cas qui étaient faites. La participation au groupe était volontaire, donc il y avait entre 12 et 15 organisateurs communautaires qui venaient. C'était des organisateurs communautaires qui étaient déjà dans des démarches qui voulaient du développement des communautés ou qui auraient aimé ça travailler dans ce sens-là. Et il y avait toujours un organisateur communautaire un peu bénévole qui, à l'avance, se préparait. Donc, il remplissait une grille que j'avais préparée conjointement avec la coordonnatrice et présentait la démarche, la journée même. Là. Il présentait la démarche et présentait la grille. Et ensuite, il y avait une discussion qui s'en suivait. Et bon, le journal de bord, la recherche documentaire. Donc, qu'est-ce que c'est la pratique réflexive? Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers là, avec ce terme-là, la pratique réflexive, c'est une activité intellectuelle intentionnelle, donc la réflexion est vraiment suscitée, c'est voulu, où des individus vont explorer une situation, un fait vécu, un objet particulier sur la base de leurs expériences pour développer des nouvelles compréhensions qui vont venir influencer leurs actions. Donc, c'est vraiment faire une rétroaction sur le travail qui est fait pour influencer le travail qui va être fait.
deux types de pratiques réflexives qu'on peut recenser dans la littérature. Une qui est plus formative, donc c'est de permettre aux professionnels de faire sens des situations qu'ils vivent puis d'identifier les apprentissages qui pourraient être pertinents. Donc c'est tout l'aspect un peu pédagogique. Et l'autre forme de réflexivité qui est critique, donc qui vise à amener les professionnels à questionner les prémices mêmes de leur pratique puis les enjeux de pouvoir qui vont les sous-tendre. Dans notre cas, c'était les deux. Tant la formative que la critique, j'essayais de la mettre en place à travers le groupe. Pourquoi avoir utilisé la pratique réflexive? Parce que j'aurais pu faire des focus group ordinaires, puis ça aurait été moins de trouble, on peut s'entendre. Mais il y avait vraiment une pertinence de le faire de cette façon-là. Parce que la pratique réflexive permet un développement professionnel optimal en intégrant la théorie et la pratique, en transformant les expériences en apprentissage, puis en permettant l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, sans que ma recherche soit une recherche-action ou une recherche participative, il y avait quand même un désir de s'inscrire dans la pratique des professionnels avec qui que j'étudiais. Et le travail, le fait de le faire en groupe, bien, ça permet vraiment un transfert entre la pratique réflexive individuelle et la pratique réflexive collective. Il y a 3 niveaux de réflexivité. Premièrement, on s'intéresse à savoir si l'intervention répond aux objectifs. Deuxièmement, comprendre de quelle façon on prend en compte le contexte. Et finalement, la 3e dimension, c'est d'intégrer une perspective transformative à l'action. Et ça serait, particulièrement pour la promotion de la santé, cet aspect-là de la perspective transformative qui est la plus pertinente parce qu'elle va permettre d'allier à la fois les dimensions personnelles, professionnelles, mais aussi politiques qui est derrière une intervention. La pratique réflexive, c'est essentiellement structuré autour de questionnements, un peu comme un focus group. Donc, c'était facile d'utiliser ça pour obtenir des données. Et comme ma recherche visait à entendre le point de vue, ben, c'était une façon très intéressante d'aller chercher leur point de vue. De quelle façon je m'y suis pris? Le processus là, qui a été mis en place pour que le groupe puisse naître, dans le fond, à prime abord, c'était d'évaluer la pertinence d'utiliser cette approche-là. Donc, ça a été discuté avec les organisateurs communautaires. Eux avaient déjà un groupe qui se rencontrait depuis 1 an, où ils questionnaient les pratiques territoriales, mais ils avaient un peu atteint la limite du genre de questionnement qu'ils pouvaient avoir. Donc, ça leur a été proposé comme une façon d'aller un peu plus loin. Par la suite, ça a été d'obtenir le consensus du groupe. Comme je vous disais, j'étais déjà, moi, associée. C'est sûr que ça a été facile parce que j'étais intégrée comme organisatrice communautaire. J'étais déjà partie prenante un peu des discussions. Donc, d'avoir le consensus du groupe. Au moment où j'ai commencé ce travail-là, je ne pratiquais plus comme organisatrice communautaire. Par contre, ça faisait déjà plus d'1 an que j'avais été libérée sur d'autres tâches. Et quand j'ai commencé ma collecte de données, je suis tombée en congé sans solde. J'ai eu une bourse et donc j'ai pu prendre un congé sans solde à temps plein. Mais j'ai continué quand même à travailler de près avec les organisateurs communautaires dans le cadre de la recherche. Ensuite, ça a été de développer la grille d'analyse. Comme je vous disais tantôt, il fallait que la grille réponde à mes besoins de recherche, mais il fallait aussi que ça serve aux organisateurs communautaires. Donc, la grille a été développée conjointement avec la coordonnatrice de l'organisation communautaire. Et ensuite, ça a été d'accompagner et animer les rencontres. Donc, pour les 4 rencontres où j'ai été, c'est moi qui ai joué ce rôle-là. Et par la suite, j'ai procédé à une analyse inductive des rencontres, donc comme si ça avait été du matériel obtenu là, par des focus group. J'ai fait une première analyse par moi-même et une seconde analyse avec quelques organisateurs communautaires qui étaient intéressés. Et c'était bien, on a ensuite pu produire un article qui a été publié dans Nouvelles pratiques sociales sur le sujet. Les composants de la grille, premièrement, on s'est intéressé au territoire qui était concerné par la démarche qui était présentée. Donc, cette grille-là était remplie, je ne l'ai peut-être pas dit clairement tantôt, mais elle était remplie par l'organisateur communautaire qui présentait. Et c'était un organisateur communautaire qui présentait une démarche différente à chaque rencontre. Donc, on regardait quel était le territoire concerné. Quelles étaient les sources de financement, parce que ça peut largement influencer ce qui va être mis en place. De même que qui sont les initiateurs de l'intervention.
Par la suite, quels sont les modes de gouvernance qui ont été mis en place? Est-ce que c'était participatif? Est-ce que c'était représentatif, intersectoriel, avec des citoyens, etc.? Une description de l'intervention. Quels étaient les objets d'intervention? On les regardait sous l'angle des déterminants de la santé. Les organisateurs communautaires avaient choisi une liste de déterminants de la santé qui avait été produite par le ministère quelques années avant. Donc, il y avait 8 déterminants de la santé. Quels sont les principes d'intervention qu'ils mettaient en place dans les 5 principes associés au développement des communautés? Quels étaient les rôles de l'organisateur communautaire et quels sont les éléments qui sont favorables ou non au déploiement de la démarche? Donc, c'était pour la deuxième méthode de collecte de données. Est-ce que les questions viennent vraiment à la fin? C'est comme vous voulez. Vous pensez de le dire au début? Oui, c'est ça. Est-ce que tu aimerais que... C'est comme vous voulez. Arrêtez-moi en cours de chemin. Là, on n'est pas beaucoup. Fait que ça... faire ça convivial. Je n'avais déjà une. Ah oui, OK. Alors, tu disais tantôt qu'ils n'ont pas retenu le nom de groupe réflexif, mais qu'ils ont retenu d'autres choses. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'ils ont retenu? Étude de cas. Ah, OK. Il appelle ça autrement maintenant? Pas mon souvenir, là. OK. Étude de cas. OK, merci. Moi, je l'ai gardé pour les fins de ma recherche parce que c'était vraiment ça qui se faisait. Mais pour eux autres, c'était pas... Ça ne voulait rien dire. Okay. C'est un détail, je pense pas que ça fait une grande différence. Là. Donc, finalement, la troisième collecte de données qui répondait à l'objectif d'identifier les éléments favorables et défavorables à l'intégration de la stratégie. J'ai fait 9 entrevues semi-dirigées avec des acteurs clés au niveau local, régional et provincial. Pourquoi 9? En fait, il y avait 10 personnes vraiment au Québec qui avaient influencé soit la rédaction de la stratégie, la manière qu'elle était formulée, ou soit le fait qu'elle était intégrée dans différents documents ou institutions. Et sur les 10, il y en avait une qui était partie à la retraite et qui était à l'extérieur. Donc, j'ai vraiment rencontré l'ensemble des personnes qui ont pu influencer en entrevue semi-dirigée. Au niveau de l'analyse des données, je vous ai dit tantôt que j'ai fait une analyse inductive. J'ai utilisé une méthode d'analyse générale inductive. Donc, j'ai condensé les données en thèmes puis en catégories en lien avec l'objectif de recherche. Les deux premiers objectifs de recherche ont été traités séparément. Donc, la collecte de données pour l'étude ethnographique a été faite séparément, ainsi que le groupe de pratique réflexive. Il y a seulement le troisième objectif qui, dans le fond, j'ai commencé par traiter les 9 entrevues, mais comme je posais la même question dans le groupe et dans l'ethnographie, les données qui ont été collectées dans les 2 autres méthodes sont venues valider. Dans le fond, je ne les ai pas retraitées, ça disait à peu près la même chose. Ça a vraiment validé les données qui étaient là. Puis, même chose pour le journal de bord et la recherche documentaire. Ils ont servi principalement à valider la collecte de données, les données collectées. Donc, c'est juste un tableau ici là, qui vous présente différentes méthodes d'analyse de données là, en recherche qualitative. Et moi, j'ai utilisé l'approche générale d'analyse inductive, qui est différente de la théorie ancrée et l'analyse de discours pour ceux qui sont en recherche. Je ne m'étends pas trop là-dessus. Pour les considérations éthiques, considérant entre autres que j'étais employée au C3S, ça a été un aspect vraiment important de ma recherche, et non seulement parce que j'ai dû présenter au comité d'éthique de la recherche du C3S. Malheureusement, Mme Eisenman n'est pas ici pour témoigner, ça a été quand même ardu, considérant mon statut. C'est sûr que l'éthique des gens partants, ça annonce ta trajectoire morale. Hein? Ça annonce la manière qu'on va s'y prendre pour aller rencontrer les autres et l'ouverture et la place qu'on laisse au savoir des autres. Dans mon cas, la manière que je m'y prenais, je devais laisser énormément de transparence dans les choix que j'ai faits. Je pense que c'est normal d'être transparent aussi dans les choix, mais j'ai été très transparente. Et donc, toutes mes décisions, j'ai dû aussi remettre chacune de mes décisions un peu en question, les valider avec les personnes sur le terrain, les valider avec mon comité de thèse aussi. Et faire preuve moi-même de beaucoup de réflexivité à travers ça pour voir à quel point je pouvais influencer tout le processus. Donc, ça va un petit peu plus loin que les questionnements éthiques. Là. On parle peut-être plus de postures épistémologiques, mais ça reste que ça a été pris en considération, et particulièrement les effets négatifs que pouvait avoir la recherche, les effets indirects, sur entre autres le consentement.
Donc, est-ce que les gens, entre autres pour ce qui était du groupe, est-ce qu'ils venaient parce qu'ils me connaissaient et qu'ils ne pouvaient pas me dire non, ou ils venaient parce que ça les intéressait vraiment? Bon, on a réglé ça assez facilement, dans le sens que comme c'est une invitation très libre qui partait de la coordination, je ne pense pas qu'il y ait personne qui s'est senti que je lui tordais le bras. Mais si j'avais fait des entrevues individuelles, ça aurait pu être un petit peu plus délicat. Même chose pour le droit à la vie privée puis la confidentialité. Comme juste avant de faire la collecte de données, j'étais quand même très impliquée au C3S sur l'écriture de la politique de soutien au développement des communautés. Donc, je travaillais avec des membres de la direction. Il y a eu quand même plusieurs questions sur à quel point que les données vont être confidentielles, qu'est-ce que je vais partager avec des membres de la direction, etc. Donc, il y a eu beaucoup de clarifications à faire à ce niveau-là. C'est bon, on arrive aux résultats. Donc, les résultats, je les ai traités séparément. À la fin, dans les conclusions, là, c'est un petit peu plus transversal. Donc, les résultats de l'étude ethnographique nous ont permis de voir qu'une démarche de développement des communautés en santé publique devrait inclure vraiment des stratégies spécifiques pour réduire les inégalités sociales de santé si on veut arriver à l'objectif d'améliorer la santé de la population. Donc, vraiment travailler sur les conditions de vie et tous les déterminants sociaux de la santé qui visent à réduire les inégalités sociales de santé dans la démarche elle-même. Mais ça suppose de prendre en considération un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, tout le rôle du contexte. Comment le contexte va venir influencer la démarche. La stratégie de soutien au développement des communautés, ce n'est pas comme un autre programme de santé publique. Ça ne peut pas être déployé de la même façon. Donc, vraiment, dans la mise en œuvre de la démarche de développement des communautés, on doit voir quelle est la culture du milieu, même si on n'est pas dans un autre pays ou dans une culture complètement différente parce qu'on est dans le Stade Dacona, ça reste que la communauté a sa culture en soi qui est venue influencer la manière que les gens ont travaillé et les valeurs également de ce milieu-là sont venues changer la manière de travailler à différents moments. De même, il faut prendre en considération toute la complexité d'une démarche de développement des communautés. Il y a plusieurs partenaires autour de la table. Il n'y a pas juste le monde de la santé qui est impliqué. On doit aller chercher des acteurs, tant des citoyens, des acteurs du milieu communautaire, de différentes institutions, qui ont eux autres aussi leurs propres problématiques, leurs agendas, leur façon de faire. Donc, il y a une complexité assez importante à ce niveau-là. Troisième élément, c'est vraiment de clarifier excusez-moi, je recommence, la capacité à clarifier l'implication des participants dès le départ dans la démarche. Je vous disais tantôt, je faisais allusion à la culture dans le Stade Dacona. Vous n'êtes pas sans savoir, et je suis à l'aise d'en parler parce que c'est quelque chose qui a été parlé à de nombreuses reprises avec les participants. Le Stade Dacona est un des milieux très défavorisés du territoire du C3S et il l'est depuis plusieurs décennies. C'est un milieu quand même assez pauvre, quoique il y a des changements sociaux qui ont cours dans ce quartier-là comme ailleurs, mais ça reste que la façon de fonctionner dans le Stade Dacona est assez liée à ce statut socio-économique-là. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'organisations caritatives qui ont été mises en place dans les quelques dernières décennies, et principalement caritatives. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres organismes ou institutions qui ont vu le jour dans le Stade Dacona. Et cette orientation-là, plus caritative, est venue influencer aussi les messages qu'on dit aux citoyens, aux personnes qui utilisent les services. Donc, les services sont beaucoup autour de l'aide alimentaire, entre autres l'aide vestimentaire, aide aux devoirs, collation pour les enfants, etc. Et il y a cette, comment je l'expliquerais, ce message qui leur est envoyé que, en retour de recevoir tout ça, il faut qu'ils donnent de leur temps, il faut qu'ils fassent du bénévolat. Il y a un dû. Et ça vient conditionner, et c'est venu conditionner la manière que les gens ont participé à la démarche de développement des communautés. Le comité qui mettait en place la démarche était composé à 50% à peu près de citoyens. Mais ces citoyens-là, moi, tous, ils m'ont tous dit en entrevue, nous, on est là pour donner généreusement de notre temps. Ils ne se percevaient pas comme des citoyens qui avaient un certain pouvoir sur les conditions de vie de leur milieu. Ils étaient là pour améliorer le milieu, organiser des fêtes, beaucoup d'événements sociaux. Il y a eu beaucoup de fêtes de quartier qui ont vu le jour, des sorties aux pommes, des activités comme ça. Mais il y avait une limite quand c'était le temps de les amener à intervenir sur d'autres déterminants qui sont un petit peu plus structurants par rapport aux inégalités.
Fait que ça, c'était à prendre en considération dans la manière de mettre en œuvre la démarche et à prendre en considération par l'organisateur communautaire. Finalement, bien, ça l'amène des changements de pratique pour les organisateurs communautaires. C'est sûr que c'est variable d'un organisateur communautaire à l'autre. Ils ne travaillent pas tous de la même façon, n'ont pas tous la même formation, pas tous non plus la même pensée par rapport à leur pratique. Mais c'est certain que quand on fait l'histoire de l'organisation communautaire, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 80-90, ils ont été très associés au déploiement de programmes. Des programmes du C3S, de services de santé, et beaucoup de programmes de santé publique. Ce qui les a amenés à être beaucoup en soutien à des organismes communautaires et en animation de concertation ou dans de la liaison avec différentes institutions. Donc, un petit peu moins présent. Et là, je ne généralise pas à tous les organisateurs communautaires, mais la tendance est qu'il y a un peu moins de présence sur le terrain, moins connu dans les milieux et moins près des citoyens. Donc, c'est certain que pour prendre en considération tous ces facteurs-là, bien, ça suppose d'être là, d'être connu dans le milieu, d'être près des citoyens également. Alors, ça veut dire que c'est une action qui est moins politique, là, à la base, de dire mobilisation. Et là, à ce moment-là, l'organisateur communautaire travaille plus à soutenir cette mobilisation. Il y a un pouvoir que veut prendre les citoyens, des choses comme ça, mais plus, là, à travailler plus à des programmes qui sont déjà, je dirais, là, qui sont déjà conçus un peu, là, qui peuvent influencer, mais qui sont déjà conçus, plus institutionnalisés, qu'on peut dire. C'est ce que Oui, bien, ce que je dis en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont été amenés pour plusieurs d'entre eux à travailler sur ces programmes-là, de cette façon-là, à mobiliser la communauté et à les mettre en place. Oui. Mais ce n'est pas la même chose que dire, bon, ben, on va travailler dans un esprit d'empowerment et de participation citoyenne à intervenir sur des déterminants structurants pour le milieu. Au niveau justement, la documentation, est-ce que tu es en mesure d'expliquer qu'est-ce qui a amené ce passage-là dans l'intervention des organisateurs, justement, et plus déployés à l'intérieur de programmes que travailler là, sur... Parce que moi, je viens d'une époque où l'action communautaire était beaucoup liée aux politiques. J'ai étudié dans les années 70, ça ne me rajeunit pas, là, mais c'est parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis là. Et puis, c'est ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui dans explique? la littérature, ce qu'on ressent, c'est les commissions qui ont, comme la commission Nebreu-Castonguay et Rochon, qui ont suscité ces changements-là. Ils ont vu que les organisateurs communautaires, justement, étaient peut-être un peu trop politiques. OK. Et ont décidé de les rapatrier dans ces années-là, beaucoup plus à l'intérieur des... qui étaient les CLSC dans ce temps-là. Oui, ça, c'est un élément. Okay. Il y a aussi la tendance sociale plus générale aussi, où on travaille un petit peu moins ces aspects politiques-là. Et le manque de financement. Okay. Hein, pour l'organisation communautaire, dans les dernières années, plusieurs postes ont été créés associés à des programmes, entre autres, de santé publique. Donc, l'organisation communautaire au Québec n'est pas en émergence, mais ça n'augmente pas. Hein? Il y en avait 400, il y en a encore à peu près 400. Puis peut-être que ça pourrait même descendre. Pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup d'organisateurs communautaires, par exemple, de postes d'organisateurs communautaires qui se sont créés dans des organismes communautaires, ce qu'il n'y avait pas dans les années 70-80. Fait que, tu sais, il y a eu un peu... ça a bougé, finalement. Donc, je dirais, par rapport à l'étude de cas de la démarche de développement des communautés, l'ethnographie, en s'intéressant, l'ethnographie, ça va de soi qu'elle s'intéresse à la culture du milieu, elle a permis de mettre en lumière beaucoup plus le point de vue des participants, hein, le point de vue principalement des citoyens, mais aussi des intervenants communautaires, puis comment ils voyaient leur rôle, eux autres, dans la démarche de développement des communautés. Puis l'analyse des données, j'ai utilisé le concept d'espace socio-sanitaire, je vous pense la définition et tout ça de ce concept-là, mais ce que ce concept-là nous dit, dans le fond, c'est que si on veut agir vraiment au niveau local, dans l'amélioration de la santé de la population et la réduction des inégalités, bien, il faut inscrire la démarche dans une perspective d'équité en santé. Mais si on veut travailler dans une perspective d'équité, c'est certain qu'il faut questionner d'autres dimensions de l'intervention.
Donc, l'étude a fait ressortir la nécessité vraiment d'agir dans un processus d'empowerment. Et l'empowerment à la fois des citoyens, je vous disais tantôt que les citoyens se percevaient beaucoup comme des bénévoles, mais pas beaucoup, se percevaient après ma barre comme des bénévoles qui donnaient, c'est généreusement, il faut le dire, c'était pas négatif du tout, là, quand j'en parle, je ne dis pas non plus négativement, c'était, je trouve ça très positif, mais ça a sa limite, donc à la fois des citoyens, mais aussi des partenaires, parce que les partenaires, c'était le cas dans Stadacona, ça ne serait peut-être pas le cas ailleurs, mais ceux qui étaient autour de la table, les intervenants communautaires, eux autres aussi se voyaient comme des personnes qui étaient là pour animer le milieu. Et donc, on reste dans l'animation, l'organisation de fêtes, d'activités sociales, etc. Pas que ça n'a pas de bénéfice, cela, mais une limite sur la question des inégalités et l'amélioration de la santé de la population. Par rapport au deuxième volet, et là, je n'ai pas le temps devant moi, je suis encore sur le temps. Ça va bien. Oui, OK. Oui, 25. Donc, pour le groupe de pratiques réflexives, dans le fond, l'analyse, je vous disais tantôt que j'ai fait l'analyse avec les organisateurs communautaires, en tout cas du moins un certain nombre d'entre eux. C'est intéressant, puis ça a permis de soulever vraiment les défis associés à l'intégration de la stratégie de soutien au développement des communautés dans leurs pratiques. Il y a 3 défis principaux qui ressortent. Premièrement, le besoin de clarifier leur rôle. Je vous disais tantôt, hein, on a 400 au Québec, puis 400 aussi dans les organismes communautaires. On a de plus en plus de concertations qui interpellent les organisateurs communautaires, des concertations souvent de type développement des communautés. Donc, c'est quoi leur rôle à eux autres dans ces démarches-là? Est-ce qu'ils sont là pour soutenir la démarche? Est-ce qu'ils sont là pour soutenir les citoyens, les groupes communautaires? Est-ce qu'ils sont là pour représenter le C3S? Ou est-ce que c'est quoi leur différence entre eux et ceux qui travaillent dans les organismes communautaires qui ont aussi le même mandat? Donc, il y a toute une clarification à faire à ce niveau-là, puis c'est un défi de le faire. Le deuxième défi est toute la difficulté à susciter puis soutenir la participation des citoyens. D'une part, ils sont un peu plus loin des citoyens que les organismes communautaires. Donc, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Est-ce que c'est à eux de le faire? Est-ce qu'ils le font en lien avec les organismes communautaires du milieu? Hein? Tout ça est à clarifier. Mais aussi dans une période où c'est pas facile, la mobilisation citoyenne, en général. Donc, pas juste dans les démarches de développement des communautés. Hein? La participation citoyenne n'est pas nécessairement évidente, mais essentielle au développement des communautés. Donc, comment qu'on s'y prend? Et finalement, la difficulté à soutenir le développement des communautés dans le contexte organisationnel des C3S. Hein, je vous ai dit, ça les amène à devoir être dans le milieu, à être présent dans le milieu, à passer du temps à écouter les citoyens, à entendre parler de toutes sortes de choses, à être à des événements, le soir, la fin de semaine, à des moments qui ne sont pas habituels pour les gestionnaire, à faire des tâches qui ne rentrent pas dans les statistiques. Donc, comment est-ce qu'on gère ça quand on est chef de programme ou directeur ou etc.? Hein? Fait qu'il y a des défis là, tant pour les organisateurs communautaires que pour les gestionnaires. Je vous donne juste un exemple, l'organisateur communautaire qui accompagnait la démarche que j'ai étudiée. Il y a dans ce quartier-là une famille, une grosse famille très influente. Un jour, il y a une personne de la famille qui décède. L'organisateur communautaire m'a dit, moi, je suis allée au funérailles. C'était comme c'est ce qu'il fallait faire. Ça allait de soi. Je suis intégrée dans le milieu, ils s'attendent à me voir là. Tu rentres ça dans la feuille de stats, funérailles? Pas sûr, mais ça a été très, très bénéfique. Je ne pense pas que la personne l'ait fait par opportunisme. C'est parce que ça allait de soi que dans une démarche de même, elle y allait. Mais bon, c'est comment on gère ça. Donc, ce que l'étude a révélé, c'est que le développement des communautés, ça ne correspond pas nécessairement aux pratiques qui sont en vigueur présentement en organisation communautaire dans les C3S et que certaines conditions de pratique peuvent rendre difficile l'actualisation, surtout de certains principes. On pensait à participation citoyenne, mais on n'a pas parlé beaucoup des politiques publiques, là, hein, jusqu'à où on va dans les politiques, jusqu'à où on s'implique, jusqu'à où on dénonce, bon, tout ça. Donc, certains principes d'intervention associés au développement des communautés. Donc, le soutien au développement des communautés, ça exige de bien comprendre le milieu et ses valeurs, de connaître les finalités du développement des communautés. Hein? Qu'est-ce qu'on vise quand on entreprend une démarche de développement des communautés, puis qu'est-ce qu'on vise quand on soutient cette démarche-là? Comment est-ce qu'on y parvient? Et ça suppose aussi de travailler dans une perspective multi- et interdisciplinaire. Parce que là, moi, je vous parle des organisateurs communautaires, mais ça n'interpelle pas seulement les organisateurs communautaires dans un C3S. Il y a de nombreux professionnels qui peuvent contribuer au développement des communautés. Si on pense à l'empowerment, au principe d'empowerment,
bien, il y a tout un processus d'empowerment, où ça peut être le travailleur social, ça peut être l'éducateur, l'infirmière, qui va commencer ce processus-là, puis ça va s'en suivre dans d'autres dimensions. Donc, il y a une réflexion à faire sur la capacité de travailler en interdisciplinaire à l'intérieur du C3S. Et finalement, bien, ça force l'organisateur communautaire à inscrire son action dans une perspective d'amélioration de la santé de la population, d'action sur les déterminants sociaux de la santé et de réduction des inégalités sociales de santé. Hein? Ça l'amène dans la sphère de la santé, même si c'est une sphère, je dirais, sociale, sociopolitique, la santé, ça reste que c'est la sphère de la santé. Ce qui n'est pas... ce pourquoi les organisateurs communautaires n'ont pas été formés. N'ont pas été formés ces questions de santé. Donc, encore là, des réflexions à faire. Mais le groupe de pratique réflexive, bonne nouvelle, ça les amène à discuter de ces questions-là et ça les a amenés à mettre en commun leurs expériences, ce qui a permis d'hausser la réflexion puis de faire émerger un discours collectif, cohérent et critique sur leurs propres pratiques. Finalement, les entrevues avec les acteurs clés, les 9 acteurs clés que je vous ai parlé tantôt, a permis de mettre en lumière le fait que la stratégie a le pouvoir d'orienter les pratiques, mais aussi les organisations pour qu'elles soient plus contributives à l'amélioration de la santé de la population et de l'équité en santé. Et les entrevues ont permis de cibler quelques éléments qui vont favoriser l'intégration de la stratégie dans la pratique des organisateurs communautaires et des organisations. Donc, tout d'abord, aménager le travail des organisateurs communautaires en fonction du soutien au développement des communautés. Vous allez me dire, ça va de soi, mais quand on retourne il y a quelques années, ça n'allait pas de soi au C3S. Je sais qu'il y a eu de l'évolution dans les dernières années ici, mais il n'y a pas si longtemps, ça n'allait pas de soi, puis ça a entraîné les changements qui ont été faits d'ailleurs. Et ça ne va pas de soi, là, je travaille présentement au niveau régional à accompagner des C3S. Je peux vous dire, ça ne va pas de soi dans plusieurs C3S du Québec d'intégrer la stratégie de soutien au développement des communautés. Ça demande tout un effort, toute une réflexion à faire. Deuxièmement, revoir l'organisation des services des C3S en fonction du soutien au développement des communautés. Je vous disais tantôt, ça n'interpelle pas seulement les organisateurs communautaires, ça interpelle tant les gestionnaires que d'autres professionnels. Et finalement, clarifier le rôle de soutien des organisations régionales et provinciales de santé publique. Au niveau des interventions, plus spécifiquement, je dirais que le fait d'avoir mis en relation l'organisation communautaire et la santé publique, ça avait été peu fait. On retrouvait peu ça dans la littérature. Puis sur le terrain aussi, souvent il y avait plus de choc d'idées que de mise en relation. Donc, ça a permis de positionner le soutien au développement des communautés dans le domaine de la promotion de la santé, parce que quand on regarde les documents, là, que ce soit le PNSP, là, le Programme national, ou le PAR, ou le PAL, c'est pas nommé que c'est une stratégie de promotion de la santé. Il faut vraiment la décortiquer pour le voir. Mais il y a tout un corpus de théorie et de littérature en promotion de la santé qui peut être tout à fait pertinent, puis dans lequel on devrait, du moins en santé publique, ancrer un petit peu plus la stratégie. Finalement, l'ancrer, la stratégie dans un processus continu d'empowerment. Donc, ça devrait être, à mon avis, le premier principe qu'on met de l'avant et c'est celui qui va permettre de travailler sur les autres, ou en tout cas d'intégrer les autres principes. Troisièmement, je propose de positionner la stratégie dans le cadre de référence et la typologie pratique des organisateurs communautaires, parce que pour l'instant, ça ne l'est pas. On va parler soit de développement local, mais qui peut viser bien autre chose que l'amélioration de la santé de la population. C'est souvent amalgamé d'ailleurs au développement économique communautaire. Pas juste ça, là, mais ça l'est beaucoup. Puis on va parler d'approche socio-institutionnelle, donc tous les programmes plus top-down. Mais on ne parle pas de développement des communautés à proprement parler dans la typologie. Donc, ça pourrait être intéressant de le positionner là. Ça influencerait la formation, puis à la fois des étudiants, puis la formation continue des professionnels. Mais c'est certain qu'il y a un risque de sanitarisation, là. Donc d'amener les organisateurs communautaires dans le monde de la santé sans nécessairement avoir une lecture des enjeux sociaux qui sont derrière. Je n'ai pas de réponse parfaite, mais je propose une réflexion là-dessus. Et finalement, je propose d'utiliser un modèle heuristique pour entamer une conversation entre la santé publique et l'organisation communautaire. C'est deux mondes qui travaillent souvent ensemble, mais qui ne se parlent pas nécessairement. Donc, c'est le modèle que je propose. Il est assez simple. Au cœur, on a la pratique des organisateurs communautaires.
C'est certain que tout ça est influencé par les contextes nationaux, provinciaux, on va s'entendre, régionaux et locaux. J'ai mis pratique des organisateurs communautaires, mais comme je disais tantôt, on pourrait l'utiliser pour réfléchir à la pratique des infirmières, des nutritionnistes ou de n'importe quel autre professionnel qui travaille au niveau du développement des communautés. Donc, on voit que les principes et la définition de la stratégie vont venir influencer les pratiques pour amener à intervenir sur les déterminants sociaux de la santé et la réduction des inégalités sociales de santé dans le but d'améliorer la santé de la population. Il est assez simple, là, limite simpliste. Il pourrait être, la réflexion pourrait être poursuite, on pourrait la poursuivre sur le modèle heuristique, mais dans mes 5 ans, c'est à ça que je suis arrivée. On prend une autre année pour poursuivre la réflexion. Donc, quelques forces et limites de la thèse. En fond, l'approche participative, d'après moi, c'était une force. Ça permet vraiment des retombées directes dans le milieu. Et l'utilisation de l'ethnographie a permis de mettre un peu à jour ce qui se passait dans la boîte noire du développement des communautés, c'est-à-dire ce dont on ne parlait pas dans le programme national puis dans les autres documents. Donc, les éléments historiques et culturels qui vont venir influencer le développement des communautés, les rapports de pouvoir qu'il y a derrière ça, la présence des forces vives du milieu. Et la mise en place du groupe de pratiques réflexives a contribué vraiment à la transformation des participants et des pratiques au C3S, j'ose penser, pour demander. Il y a quand même des limites, hein, comme toute bonne recherche a ses limites. Donc, c'est sûr que d'avoir fait ça sur un seul territoire de C3S, puis d'avoir étudié une seule communauté, bien, ça représente vraiment une richesse. Puis c'est une approche avec laquelle on est à l'aise en anthropologie, mais c'est certain que sur le plan de la transférabilité ou même de la généralisation, bien, c'est une limite en soi. C'est sûr qu'il y a des leçons qu'on peut en tirer, mais dans certaines limites. Il y a aussi la nature même du développement des communautés. Hein. Le développement des communautés, c'est quelque chose qui se passe sur le long terme. C'est plusieurs années une démarche de développement des communautés. C'est ça, moi, je l'ai étudié dans une période précise. C'est 32 mois d'observation, j'ai été vraiment dans le quartier 2-3 ans, plutôt 3 que 2. Mais c'est certain qu'il commençait encore à mettre en place toutes sortes d'activités quand j'ai arrêté la collecte de données. Je sais que depuis ce temps-là, il s'est fait énormément de choses dans ce milieu-là, mais c'est sûr que moi, je ne l'ai pas documenté. Finalement, une autre limite, ben, pas nécessairement une limite en soi, mais c'est juste de dire que ma position était délicate comme doctorante dans l'organisation qui m'emploie, même si je n'étais pas au travail pendant un bon bout de temps. Et il y a aussi l'approche inductive du sujet dans le monde de la santé qui n'est pas courante, puis qui a été largement questionnée. Donc, quelques conclusions. Je dirais que les notions d'équité en santé, de réduction des inégalités sociales de santé et d'action sur les déterminants de la santé, même s'ils ne sont pas clairement inscrits dans les documents de santé publique, c'est quand même des marqueurs du développement des communautés. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que la santé publique et l'organisation communautaire ont une bien meilleure compréhension des implications de la stratégie que quand j'ai commencé en 2008. Mais la stratégie s'ancre encore dans un paradigme qui reste à intégrer dans les pratiques organisationnelles et professionnelles. Donc, encore du travail à faire. L'approche réflexive qui a caractérisé le projet peut favoriser l'ouverture et la discussion entre professionnels de différentes disciplines. Et je pense que c'est une approche qui est très pertinente dans le réseau de la santé. Et ben moi, ma principale retombée que j'attendais et que j'espère de ce projet-là, c'est qu'il contribue vraiment à des meilleures interventions pour réduire les inégalités sociales de santé et accroître l'équité en santé. Donc, quelques références, si ça vous intéresse, je vous les envoie. Et ben, des remerciements. Puis, j'aimerais vraiment remercier le C3S de la vieille capitale. C'est tant pour m'avoir soutenu, moi, comme professionnelle qui retournait aux études, que pour avoir participé à la recherche de façon aussi collaborative. Et ben, de m'avoir invité, évidemment, ici aujourd'hui. C'est ça. Merci.